Chapitre 1. Rappel mathématique sur les nombres complexes. Maintenant, on va passer à la deuxième plus grande partie du cours, qui est l'application à l'électricité des nombres complexes. Vous allez certainement vous poser la question, quelle est l'utilité de travailler avec les nombres complexes en électricité? Eh bien, en électricité, il sera souvent plus commode de manipuler des intensités et des tensions complexes plutôt que des intensités et des tensions réelles qui dépendent du temps et qui sont souvent plus compliquées à résoudre. Pour mieux comprendre le passage des grandeurs temporelles vers les grandeurs complexes, on va d'abord expliquer la relation entre la grandeur sinusoïdale, le vecteur tournant et le nombre complexe associé. Les fonctions sinusoïdales, qu'elles soient exprimées en une fonction cosinus, c'est-à-dire i de t est égal à i max cosinus oméga de t plus phi, bien sûr i max est égal à i efficace racine de 2, ou en sinus, c'est-à-dire i de t égale à i efficace racine de 2 sinus oméga de t plus phi, ne sont que les projections du cercle trigonométrique, donc voilà le cercle trigonométrique, sur les axes réels, c'est-à-dire OX, pour le cas de la fonction cosinus, et imaginaire, l'axe imaginaire OY pour le cas de la fonction sinus. C'est-à-dire, la fonction sinus qu'on voit ici, c'est tout simplement la projection des points du cercle trigonométrique sur l'axe OY. Par contre, la fonction cosinus, donc c'est la projection de tous les points du cercle trigonométrique sur l'axe OX. Donc, si on imagine un vecteur tournant, OI, donc voilà le vecteur OI, donc qui va tourner à l'intérieur de ce cercle trigonométrique, donc il va faire le tour du cercle trigonométrique, à une vitesse oméga. Oméga étant la pulsation, qui est égale à 2πf, c'est des radians par seconde, f étant la fréquence. Dans ce cas, donc, nous avons donc, la projection sur l'axe des réels, c'est-à-dire sur l'axe OX. Donc, si je projette ce vecteur sur l'axe OX, donc c'est mieux visible ici. Donc, voilà le vecteur OX. Si je le projette sur l'axe des réels, lors d'une rotation de 2π, c'est-à-dire quand le vecteur va faire un tour de 2π, c'est-à-dire de 360 degrés, on va avoir tout simplement la construction de la fonction cosinus sur une période de 2π. La même chose pour la projection sur l'axe imaginaire, c'est-à-dire si je projette ce vecteur sur l'axe imaginaire, c'est-à-dire OY, tout en faisant un tour de 2π, de 360 degrés, on va obtenir la fonction sinus sur une période de 2π. Maintenant qu'on connaît la notion de vecteur tournant, on va expliquer le nombre complexe associé à ce vecteur tournant. Ce vecteur OI, donc on voit ici OI, le vecteur tournant, qui forme avec l'axe des abscisses un angle phi à t égale 0, c'est-à-dire la phase à l'origine. Donc voilà, donc ce vecteur, il tourne ici, mais à t égale à 0, il était sur cette position. C'est-à-dire à t égale à 0, il avait déjà un certain angle phi par rapport à l'origine et qui a pour module la valeur maximale, Imax, donc on voit ici, de la fonction sinusoïdale I de t. Donc cette fonction sinusoïdale, elle peut être soit exprimée en sinus ou bien en cosinus. Donc la valeur maximale, Imax, qui est égale à I efficace racine de 2, c'est le module de ce vecteur. Donc ce vecteur représente l'image d'un nombre complexe I bar, donc on symbolise par I bar. Ce nombre complexe I bar, il est donné par le module qui est égal à I max et exponentielle J, l'argument c'est oméga de t plus phi. Donc l'argument c'est l'angle ici.
Bien sûr, Imax, on a dit que c'est la valeur efficace fois racine de 2. Donc, chaque vecteur tournant peut être représenté par un nombre complexe sous forme exponentielle qui est définie comme suit, avec le module, donc c'est la valeur maximale de ma grandeur sinusoïdale, et l'argument, donc c'est l'angle qu'on voit ici. Donc, le nombre complexe I bar associé aux grandeurs sinusoïdales I de t, que ce soit un sinus ou bien un cosinus, étant donné par I bar, c'est I max exponentielle j oméga de t plus phi, I max étant le module, oméga de t plus phi étant l'argument. Donc, cette expression peut être exprimée en forme trigonométrique, selon la formule d'Euler, par I bar égale à I efficace racine de 2, qui est égal à I max, cosinus oméga de t plus phi, plus J, I efficace racine de 2, sinus oméga de t plus phi. Donc, pour revenir à l'expression réelle de la grandeur sinusoïdale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a utilisé cette expression juste pour faciliter les calculs. Mais la fonction réelle, donc c'est soit une fonction sinus ou bien une fonction cosinus. Donc, pour revenir à cette expression réelle de la grandeur sinusoïdale, si I de t était une fonction cosinus, dans ce cas-là, I de t va être égal à la partie réelle de I bar. Donc, on va prendre la partie réelle. Par contre, si I de t était une fonction sinus, donc après calcul, pour revenir à l'expression réelle, il suffit de prendre donc la partie imaginaire de I bar. On va voir maintenant l'exemple d'impédance complexe, qui est une notion très importante en électricité. Donc, soit les formes temporelles de la tension et du courant aux bornes d'un dipôle, données par donc ces expressions. Donc, voilà le dipôle Z, donc, qui est parcouru par un courant I de t, donné par I de t par I max sinus oméga de t plus phi I, et soumis à une tension U de t qui est donnée par U max sinus oméga de t plus phi U. Donc, U max, c'est la valeur maximale de la tension, et phi U, donc c'est le déphasage de la tension à l'origine. La même chose pour le courant, I max, c'est la valeur maximale du courant, et phi I, c'est le déphasage à l'origine par rapport au courant. Donc, à ces grandeurs temporelles, donc, qui dépendent du temps, on leur associe les nombres complexes U bar et I bar. Donc, comme on a déjà expliqué, donc pour associer un nombre complexe à une grandeur temporelle, donc on prend donc, le module égal à la valeur maximale de la grandeur sinusoïdale et l'argument, c'est l'angle. Donc, on va avoir U bar égale à U max exponentielle j oméga de t plus phi U et I bar égale à I max exponentielle j oméga de t plus phi I. Bien sûr, donc les amplitudes U max et I max correspondent aux modules des nombres complexes U bar et I bar respectivement, et oméga de t plus phi U et oméga de t plus phi I correspondent à leur argument. Pour simplifier l'expression de ces nombres complexes associés aux grandeurs temporelles, cette remarque est très importante. Dans l'analyse des circuits électriques, on est intéressé par la valeur efficace, c'est-à-dire U efficace égale à U max sur racine de 2. Première remarque très importante, la valeur racine de 2 est une valeur commune à toutes les grandeurs sinusoïdales. On peut donc la négliger. Donc, le module du nombre complexe U bar peut s'exprimer par sa valeur efficace, U efficace seulement. Deuxième remarque,
toutes les grandeurs d'un circuit électrique varient avec la même fréquence f. Donc, on peut négliger le terme exponentiel g oméga de t, donc qui dépend de la fréquence, qui est un terme commun à toutes les grandeurs ayant la même fréquence. Et on peut exprimer l'argument de U bar par phi U seulement. Donc finalement, la représentation complexe des grandeurs temporelles, U de t et I de t, peut s'exprimer comme suit. Donc U bar, c'est U efficace exponentielle de G phi U, et I bar, c'est I efficace exponentielle de G phi I. C'est-à-dire, donc pour résumer, donc au lieu que le module de ce nombre complexe soit exprimé en valeur max, on va l'exprimer seulement en valeur efficace parce que le terme racine de 2, il est commun à toutes les grandeurs sinusoïdales. Donc, je vais le trouver dans la tension, dans le courant, ainsi de suite. Autre chose, pour l'argument, donc au lieu de trouver ici J oméga de t plus phi U, donc on s'est résumé juste à la valeur de la phase à l'origine, phi U, parce que le terme exponentiel J oméga de t, donc il est commun à toutes les grandeurs sinusoïdales de même fréquence. On définit également la notion d'impédance complexe, Z bar, comme une généralisation de la notion de résistance. La loi d'Ohm en régime alternatif devient alors U bar égale à Z bar fois I bar. Donc là, on travaille avec les nombres complexes associés. Donc l'impédance complexe, Z bar, donc c'est le rapport de U bar sur I bar. Donc, en remplaçant par leur expression, donc c'est U efficace exponentielle de G phi U sur I efficace exponentielle de G phi I. Et comme on avait vu la division des nombres complexes, c'est le module, c'est le rapport des modules. Donc, on va avoir comme module U efficace sur I efficace et l'argument, c'est la différence des arguments. Donc, on va avoir exponentielle de G phi U moins phi I. Et là, on voit bien donc l'intérêt d'utiliser donc ces notions, ces nombres complexes en électricité. Donc, si on avait ici les expressions temporelles, ça aurait été plus difficile à calculer. On aura ici donc U max cosinus oméga de t plus phi U sur I max cosinus oméga de t plus phi I, et c'est beaucoup plus donc difficile à résoudre. Le module de Z de l'impédance est donc égal au rapport des modules, comme on vient de l'expliquer, de la tension et de l'intensité, et son argument phi, où le déphasage est égal à la différence des arguments de la tension et de l'intensité. Donc Z bar, donc c'est un nombre complexe, donc il a pour module, donc on a dit, c'est la division des modules, U efficace sur I efficace, et l'argument, c'est la différence. Donc, on peut l'écrire donc soit sous cette forme-là, ou bien sous la deuxième forme qui est là. Maintenant, on va voir le nombre complexe représentatif des expressions de dérivation et d'intégration. Commençons par la dérivation. Donc, soit I de t, une fonction sinusoïdale, donnée par I max sinus oméga de t plus phi I, alors le nombre complexe efficace, comme on avait expliqué, qui est associé à cette grandeur sinusoïdale, est donné par I bar égale à I efficace exponentielle de J phi I. Donc le module, c'est la valeur efficace qui est égale à I max sur racine de 2, et l'argument, c'est la phase à l'origine phi I. Si on dérive maintenant I de t par rapport au temps, on va avoir donc I max, la dérivée de sinus, c'est cosinus oméga de t plus phi I multiplié fois oméga. Donc, on va passer de la fonction cosinus vers la fonction sinus en rajoutant pi sur 2. Donc, on va avoir oméga I max sinus oméga de t plus phi I plus pi sur 2. Donc, le nombre complexe efficace donc, associé à cette grandeur sinusoïdale va être donné par donc, oméga. I max, donc je vais le remplacer par I efficace. Exponentielle de J oméga de t plus phi I plus oméga de t, je vais le remplacer
par exponentielle de j phi i plus pi sur 2, puisque exponentielle de j oméga de t, c'est un terme commun. Donc, je vais avoir oméga, i efficace, je vais donc simplifier cette expression, exponentielle de j phi i fois exponentielle de j pi sur 2. Exponentielle de j pi sur 2, ce n'est autre que j. Donc, on va avoir j fois oméga fois i efficace exponentielle de j phi i. Sachant que cette expression i efficace exponentielle de j phi i, ce n'est autre que i bar. Alors, donc di sur dt, donc la dérivée de cette grandeur sinusoïdale par rapport au temps, va me donner j oméga multiplié fois i bar. Donc, j oméga est l'opérateur dérivateur. Donc, pour dériver une expression sinusoïdale, donc, il suffit de multiplier par j oméga. Les mêmes étapes ont été suivies pour trouver donc le nombre complexe représentatif du terme dérivation. Donc, en finalité, on trouve que 1 sur j oméga est l'opérateur intégrateur. Donc, je vous invite à faire pause sur cette diapo pour suivre donc les étapes du calcul. Pour finir, on va essayer de résoudre un petit exercice. Donc, à partir des représentations temporelles de u de t et i de t de la figure ci-dessous. Donc, nous avons ici la tension u de t au bord du dipôle Z et le courant qui la traverse I de t. Donc, ce sont des expressions temporelles qui dépendent du temps. Donc, donner la représentation complexe des grandeurs temporelles de U de t et I de t, c'est-à-dire trouver les nombres complexes associés à ces grandeurs temporelles. Deuxièmement, donner la représentation complexe exponentielle de Z, puis donner la forme trigonométrique de Z et la forme polaire de Z. La solution est comme suit. Le nombre complexe représentatif de la fonction temporelle u de t est donné par u bar égale à u efficace exponentielle de g phi u. La même chose pour i bar. I bar, c'est efficace exponentielle de g phi i. Maintenant, il faut déterminer donc les modules u efficace et i efficace et les arguments phi u et phi i. U bar est donné par, donc, on a dit U efficace, c'est U max sur racine de 2. Donc, il suffit de prendre la valeur max pour la tension qui est égale à 5 volts divisé par racine de 2. Et pour le courant, la valeur max, c'est 2 ampères divisé sur racine de 2. Donc, ça, c'est les valeurs efficaces. C'est les modules. Pour les arguments, phi U et phi I, donc, on doit choisir une référence. Par exemple, ici, donc, je vais considérer la tension comme étant une référence et je vais obtenir le même résultat si je considère le courant comme étant une référence. Donc, dans ce cas, en prenant U de t comme référence, c'est-à-dire phi U est égal à 0. C'est-à-dire, je considère qu'à t égale à 0, la tension était à l'origine. Donc, je vais avoir phi U égale à 0. Donc, pour phi I, je remarque que le courant est en retard par rapport à la tension d'un angle de pi sur 2. Donc, je vais dire que phi I est égal à moins pi sur 2. Z bar, qui est l'impédance complexe, qui est égale à U bar sur I bar, est donné par cette expression. Donc, je calcule. Donc, le module, c'est les valeurs efficaces, le rapport des valeurs efficaces. Donc, je simplifie la racine de 2. Je vais avoir 5 sur 2. Et donc, phi U moins phi I, je vais avoir pi sur 2. Donc, et là, vous avez donc les expressions exponentielles, algébriques, trigonométriques et polaires de Z. Donc, ce chapitre a été consacré à une synthèse et des rappels sur les nombres complexes, et ce afin de les utiliser pour faciliter la manipulation des grandeurs temporelles, des courants et des tensions en les remplaçant par leur équivalent complexe.